Il est 15h30 à Paris, soyez les bienvenus dans notre page consacrée comme chaque jour à l'actualité africaine, actualité rattrapée par les élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale ici en France. Ouvrons d'abord les journaux africains pour savoir comment ces événements sont vécus, analysés, appréhendés avec Stéphane Balong, journaliste Maison France 24, et Jean-Claude Félix Tchikaya, chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Bonjour à tous les deux. D'abord, quels sont les échos, la tonalité des éditorialistes africains sur cette dissolution surprise annoncée par Emmanuel Macron? Coup de semonce, coup de maître, coup de poker, elle s'est fait harakiri. C'est plutôt une onde de choc géopolitique. Beaucoup de familles africaines soit sont venues en France ou ont de la famille et en France. Et le fait que ça soit le RN, j'allais dire le Front National, qui arrive, mais pas seulement premier, mais double le score. C'est un score record à l'égard, voire à l'encontre du score présidentiel. C'est vécu déjà comme un aveu de désaveu. Je parle de monsieur Macron parce que comme en France, en Afrique, à 20h, pas à la même heure pour tout le monde, mais il y a eu donc ce score record. Une heure après, donc cette dissolution, donc en une heure, donc il y a un choc. Vous avez vécu le même coup de théâtre que le même coup de théâtre avec des visions qui, pour l'impopularité du président Macron, certes, mais l'arrivée du RN avec des discours où on n'a pas besoin de tous faire sciences politiques pour savoir qu'il y a un fond d'écran raciste, islamophobe, y compris si on rajoute Reconquête qui va encore plus loin dans les discours islamophobes et racistes. Et d'ailleurs, au moment où on se parle, ils se rencontrent pour s'unir, mais ils s'unissent aussi au niveau de l'Europe, les extrêmes droites. Donc c'est pas un coup de semonce seulement national, mais aussi les résultats européens ont tout de suite surgi sur les tablettes et télé en Afrique. Donc c'est un score. Mais alors, on va parler du RN un peu plus tard, parce que les choses ne sont pas encore faites. Là, on est au début de cette campagne qui va durer 3 semaines. Mais sur la stratégie d'abord d'Emmanuel Macron, sur ce choix et cette surprise, ça a été une stupeur. La stupéfaction. Beaucoup voyaient plutôt peut-être un remaniement plutôt qu'une dissolution. Et cette dissolution paraît plus que risquée, un pari fou, un coup de poker, et une cohabitation, mais dans quel état? Et en tout cas, ça met au cœur tout de suite, comme on parle de l'Afrique, quel rapport avec un gouvernement d'extrême droite. Donc c'est une nouvelle donne contemporaine, parce que là, on n'est plus dans la colonisation où le racisme est à l'intérieur du système colonial. Là, on sait bien que dans une démocratie, dans une république, ceux qui sont les tenants des discours, même s'il y a une dénégation, une banalisation ou une soi-disant normalisation, c'est quand même un impact très fort, et pas seulement en Afrique francophone, mais dans toute l'Afrique, et avec les résultats globaux de l'extrême droite en Europe, et voir ce qui s'est passé justement en Argentine. Monsieur Milei a bien sûr été plus que content, presque fait la holla au résultat de l'extrême droite en Europe. Monsieur Trump qui est plus que content aussi et autres. Donc on voit bien que c'est une lame de fond qui peut aussi causer une ambivalence. C'est avec les conservateurs sur le continent et ceux qui quand même veulent rester progressistes et ne pas se faire insulter et garder leur honneur et leur dignité, même s'il y a des différences de point de vue politique. Stéphane, vous avez lu les mêmes journaux, vous avez entendu les mêmes échos? Si vous voulez, la surprise, c'est là où je rejoins M. Tchikaya, et quelque peu, j'allais dire, totale, si vous voulez. D'ailleurs, dans la presse africaine aujourd'hui, on en a parlé très peu. On en a parlé très peu, pas parce que le sujet n'avait pas d'intérêt. Au contraire, c'est parce que personne ne l'a vu venir, parce qu'en réalité, de quoi s'agit-il? Si vous voulez, les élections européennes en tant que telles ont un intérêt limité pour les lecteurs, ou si vous voulez, les spectateurs africains, notamment en Afrique francophone. En Afrique francophone, où en ce moment, on est plus tourné vers les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, et la Tabaski, avec son lot de problèmes qui arrivent. Et puis, a surgi cette décision d'Emmanuel Macron qui dit:
on va dissoudre l'Assemblée nationale et donc convoquer des législatives anticipées. C'est là que ça devient intéressant, ou en tout cas, ça peut concerner de manière directe ou indirecte les pays africains. Donc, il y a cette élection qui, a priori, était quelque chose perçu comme qui se passe loin et qui, du coup, compte tenu de ses conséquences en France, devient un sujet d'intérêt pour les Français. Et si vous permettez juste, quand vous dites est-ce que c'est une bonne stratégie pour Emmanuel Macron, la question a été très commentée. On en parlait juste avant l'émission sur le continent. J'ai des interlocuteurs qui me disent mais pourquoi il fait ça? Il n'avait pas besoin d'aller jusque-là. Il aurait pu reformer, faire un remaniement gouvernemental. Mais si vous considérez la chose sur un plan purement démocratique, c'est une décision qui est cohérente avec les résultats qui sont sortis hier. Les Français ont exprimé quelque chose et c'est tout à fait normal que cela soit entendu. Avec comme première conséquence, donc, possiblement l'arrivée pour la première fois à Matignon d'un dirigeant d'extrême droite, à savoir Jordan Bardella. Si les Français lui donnent la majorité le 3 juin et le 7 juillet prochain, comment est-ce que le discours de Marine Le Pen, discours de souverainisme populiste aussi, est accueilli en Afrique à l'heure justement de la souveraineté dans certains pays? Je pense au Niger, au Burkina, au Mali, dans les pays dirigés par des juntes. Bonne question, là, ça met sur la table toutes les ambivalences, parce que M. Poutine aussi est assez content, voire assez calculateur. On dit qu'en géopolitique, il n'y a pas d'amis, il n'y aurait que des intérêts, sauf qu'il y a aussi des valeurs et des choix où l'ambition, c'est ne pas se faire donc insulter ou voir la condescendance de certains, même si elle est déguisée en rapprochement. Ce qu'on reprochait donc à M. Macron, là, donc il y aurait moins d'interférences. On ne peut pas avoir là aussi une indignation à géométrie variable, à géographie variable. Oui. Là, on voit bien qu'il va avoir donc un axe Milei, Trump, Poutine, avec des idées réactionnaires, conservatrices, racistes, donc qui vont se rapprocher, même si on peut dire qu'en géopolitique et en géostratégie, les intérêts parfois sont assez aveugles, mais quand même, surtout que la famille de nombreuses personnes en Afrique qui soient migrants, mais on voit bien que dans le discours du RN, vous voyez, c'est presque un réflexe pavlovien de dire que c'est le Front National, on voit bien que c'est ceux qui sont, pour aller vite, noirs et arabes, même s'ils sont nés ici. On voit bien que ça déborde et que ça a été un levier puissant du vote RN. Et même des personnes qui ont ma couleur ou qui sont d'origine d'Afrique du Nord, du Maghreb et qui sont de confession musulmane ou ce qu'ils veulent, qui aussi, pour des raisons diverses, se sont accommodés d'un discours qu'ils connaissent, même s'ils dénient le fait que c'est un discours raciste. On en a tellement marre qu'on va quand même... Donc cette ambivalence qu'il y a en France et en Europe va se retrouver pour les régimes et se retrouve aussi dans les sociétés civiles, sauf que dans les sociétés civiles, ce qui remonte quand même, c'est que c'est un nationalisme raciste et pas souverainiste. Et on voit bien quand même que c'est une vision qui veut exclure, et même au niveau économique, il semble bien qu'il va avoir donc dans le partenariat des budgets qui vont en tout cas descendre pour dire Europe great again, si je puis dire. Donc il y a une sorte d'ambivalence. C'est tellement vrai que, prenons l'exemple par exemple d'un pays comme le Mali. Le Mali où la France, les relations entre la France et ce pays sont devenues ce qu'elles sont, ce qu'on sait. On imagine très facilement que le discours un peu souverainiste de non-ingérence que porte le Rassemblement national porte à un certain écho auprès des dirigeants de ce pays. Et par ailleurs, Marine Le Pen, qui est la patronne du Rassemblement national, est, j'allais dire, poutinophile, comme dirait François Soudan. Il y a des points de convergence, si vous voulez, entre les autorités d'un pays comme le Mali et ce que pourrait proposer, en tout cas dans le discours, le Rassemblement national. Mais ça, c'est un point de vue. L'autre point de vue, c'est celui des Maliens. La diaspora malienne est parmi les plus importantes ici en France. Et on sait ce qu'elle pèse économiquement, cette diaspora. Donc, il est évident, quand on
raisonne de ce point de vue-là, de penser que l'opinion, qu'elle soit malienne, je cite l'exemple du Malien, mais on peut citer l'exemple du Sénégal, par exemple, n'est pas, en tout cas, ne peut pas voir d'un bon œil l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, ce qui est tout à fait envisageable. Hein, ça peut arriver très, très, très vite. Donc, et de son point de vue, on se sent concerné en tant qu'Africain. Sauf que c'est une contradiction notoire. Absolument. C'est-à-dire que dans les discours, une insulte raciste, c'est une insulte raciste. Bien sûr, il n'y a aucun parti en France, le racisme est interdit, qui va dire je ne veux pas des Noirs. Bien sûr, bien sûr. Mais on entend, et on lit même en pleine ligne ou entre les lignes, et on entend, malgré les dénégations. Et si on prend le Mali, on sait très bien que ceux qui sont d'origine malienne, musulmane, ou d'Algérie, de Tunisie, sont pointés du doigt. Ou l'amalgame. Et au-delà du racisme, il y a aussi cette politique de tolérance zéro. Voilà, la tolérance zéro. Et on voit zéro immigration aussi. On voit bien que par le discours qui amalgame diffame. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème d'immigration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème d'intégration. Mais quand vous voulez le sel, vous tirez pas la nappe. Donc, on voit bien que le discours du RN emporte et ça va mettre carte sur table. Même ceux qui, il y a 10 ans, qui aujourd'hui parlent de souverainisme, étaient beaucoup plus progressistes et n'acceptaient pas le discours du RN. Donc là, ils vont l'accepter pour un souverainisme et un panafricanisme qui n'aurait jamais accepté le discours du RN parce qu'elle est tout simplement raciste. Un dernier mot, Stéphane. Après, j'aimerais bien qu'on prenne un exemple concret, le Sénégal, par exemple. Oui, alors je vais vous tendre la perche, vous allez voir. Si vous voulez, et ça me permet d'apporter une nuance parce qu'on fait très rapidement le parallèle entre le souverainisme prôné par le Rassemblement national, le souverainisme que peut porter un pays, enfin des dirigeants comme les nouveaux dirigeants du Sénégal, Diomaye Faye ou Ousmane Sonko. Oui. Moi, je fais la nuance, c'est-à-dire que vous verrez, je ne sais plus quel écrivain français disait, le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Et on est exactement dans cette configuration. Pour moi, ce dont on parle, souvent, toute comparaison n'est pas raison, dans les pays du Sahel, ou en tout cas le discours souverainiste qui monte en Afrique subsaharienne, moi, je le relie davantage à ce qu'on peut appeler le patriotisme, ce qui signifie qu'on va défendre des intérêts nationaux, les intérêts sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, mais cela ne signifie pas qu'on prône la haine de l'autre. Voilà, c'est pas l'exclusion. Cela ne signifie pas exactement, quand vous prenez un pays comme le Mali, les relations qui existent aujourd'hui entre la France et le Mali n'a pas pour autant, sauf erreur de ma part, provoqué la chasse aux ressortissants français au Mali. Il me semble que non. J'ai même eu l'occasion de discuter avec un dirigeant, une des autorités maliennes, qui est vent debout contre les autorités françaises, mais qui me dit, nous ne pouvons pas détester les Français. Nous avons une histoire à des liens très forts. Et cela ne veut pas dire que tous les électeurs du RN d'hier soir sont devenus racistes, sauf qu'ils s'accommodent, comme vont s'accommoder, ça a été si bien dit, certains régimes qui vont, mais assez vite, entendre les discours. Il nous reste 2 minutes pour parler du Sénégal, parce que c'est un pays qui a changé d'air aussi, avec l'arrivée d'Ousmane Sonko. Le Sénégal qui attire aussi les ténors de la politique française. Macky Sall avait reçu Marine Le Pen, il y a eu Jean-Luc Mélenchon, soutien du PASTEF aussi, qui était venu à Dakar. Bon, ils soutiennent qui alors? Eux ont eu une position progressiste sur le plan géopolitique, c'est-à-dire qu'ils se sont rapprochés de ceux qui se rapprochaient de leur idéologie historique de gauche et politique de gauche. Oui. Donc, ils ne se sont pas rapprochés de Madame Le Pen, qui était là il y a quelques mois avec Monsieur Macky Sall. Ce qui a, dans les universités comme Cheikh Anta Diop et autres, dans la société civile, elle n'a pas été accueillie par tout le monde bras ouverts, parce que personne n'a la mémoire courte. Donc, même si donc là, c'est le rendez-vous des ambivalences, que ce soit pour les électeurs français et européens. Et chacun va voir, oui, ok, d'accord, ils sont racistes, mais bon, je suis tellement énervé, j'en ai ras-le-bol. Mais moi, je pense que c'est moins protestataire et moins contestataire, ça devient de l'adhésion. Ils votent pour le RN, mais sauf qu'ils vont voir les alliances avec des partis post-fascistes, avec à l'intérieur des personnes qui ont des visions nazies et autres. Donc chacun, pas seulement les partis politiques et les régimes, mais
la société civile et chaque citoyen. Donc c'est pour cela que les législatives sont peut-être intéressantes et convoquées avec l'UBEP. Merci d'être venu en plateau nous livrer votre commentaire, Stéphane Ballong et Jean-Claude Félix Chikaya. Merci